Ok, c'est parti. Bonjour à tous. Donc, comme je le disais tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, nous allons commencer le séminaire sur l'introduction des compétences chez un entraîneur. C'est vraiment la thématique qui nous réunit aujourd'hui. Alors, sachez que aujourd'hui, sur la United Wrestling Academy, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur l'académie. Vous avez ces informations-là, vous seront vraiment encore disponibles. Vous pouvez encore les revoir, et même les séminaires, vous pouvez aussi les revoir à n'importe quel moment. Vous pouvez y aller. Et c'est vraiment quelque chose qui est très bien parce que ça nous permet de créer une espèce de ressource en ligne pour la formation continue. Voilà. Bien sûr, comme je disais, ces ressources en ligne, c'est aussi bien pour les entraîneurs, pour les arbitres, pour les lutteurs. Donc, on a aussi la formation pour tout ce qui est formation niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Pour l'arbitrage, on a aussi des tests en ligne. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Vous pouvez aller encore développer le niveau technique sur chaque niveau, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3. Vous pouvez voir que réellement, on peut avoir toutes ces ressources qui sont disponibles en ligne sur la United Wrestling Academy. Voilà. Aujourd'hui, nous allons commencer par, on va dire, une citation en disant que d'après Frank Sonberg, le feedback est utile et constructif. La critique est blessante et dommageable. En sachant que Frank Sonberg est un auteur primé, un défenseur des biens connus du caractère moral, des valeurs personnelles et de la responsabilité personnelle. Il a écrit plusieurs livres et il a été même primé parce qu'il est l'un des meilleurs leaders d'opinion américains et c'est un aspect influent. Et c'est celui-là même qui revient sur l'utilité d'avoir un feedback constructif, car le plus souvent, adresser les choses critiquant peut être vraiment blessant et dommageable. Donc, pensez bien à cette citation de Frank Sonberg qui va guider plus ou moins notre séminaire durant ces 40 minutes qui nous sont imparties. Voilà la question clé que nous allons nous poser. Quelles compétences un entraîneur doit utiliser après avoir introduit une nouvelle technique? Quelle stratégie efficace pour ces compétences? Bien sûr. Pourquoi la vérification de la compréhension est-elle importante? Et comment un entraîneur peut-il vérifier cette compréhension? Bien sûr, nous allons utiliser une notion qui est importante pour pouvoir faire cette démonstration, c'est à travers cette notion de compétence technique. Bien sûr, avant de parler de ça, nous allons détailler justement dans le prochain diaporama comment est-ce que, sur quelles compétences on va travailler. Alors, faisons un petit rappel. Au niveau des compétences de l'entraîneur, on dit que pour réussir à rendre compétitifs ses athlètes, l'entraîneur doit être capable de concevoir une programmation d'entraînement et d'adapter ses exercices en fonction des exigences de la lutte et des athlètes qu'il a. Il doit aussi faire évoluer techniquement et tactiquement ses athlètes. Il doit aussi participer à la gestion du club qu'il emploie. En gros, si nous voulons aller sur le terrain, de quoi s'agit-il sur la compétence? Nous avons différentes dimensions. Nous avons la dimension de la communication, la dimension organisationnelle, la dimension technique, bien sûr, et la dimension physique. Si nous prenons la dimension au terme de la communication, nous pouvons parler déjà de sa voix, des consignes qu'il donne, des feedbacks. Et ça, c'est le côté sur lequel nous allons vraiment insister. Et surtout, sur l'aspect communication, comment il explique en fait les différentes manières qu'il explique une technique. Sur l'aspect organisationnel, nous allons voir aussi comment il gère son attention, comment il regroupe ses athlètes, comment il structure la séance et surtout la sécurité et l'hygiène. Si nous revenons sur l'aspect technique, donc la compétence technique, c'est réellement comment est-ce qu'il a des pratiques variées et sont séquencées. Est-ce que dans les consignes ou bien dans le retour à l'information sur les feedbacks, comment est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il vérifie justement si cela est réalisé? Ensuite, comment est-ce qu'il fait les transitions? Et si aussi, pendant l'activité, les gens sont vraiment, on va dire, impliqués dans la pratique. Et sur l'aspect technique, on veut voir aussi, la compétence technique, comment il fait les démonstrations. Quel est le niveau physique lui-même en tant qu'entraîneur? Parce que c'est bien aussi de dire aux athlètes, soyez prêts physiquement, mais vous aussi, en tant qu'entraîneur, vous devez garder une certaine forme physique pour pouvoir faire les démonstrations. Et bien sûr, cela vous permettra de contrôler facilement les mouvements lorsque on sait que vous avez cette capacité physique de pouvoir faire ces démonstrations.
Donc, c'était important de restituer vraiment les compétences sur lesquelles nous voulons travailler pour qu'un entraîneur s'améliore. Alors, si nous revenons sur le développement des compétences, en entraînement, le modèle de développement que nous voulons, qu'est-ce qui se passe? Quand on est entraîneur, dans un premier temps, on se fixe des objectifs. Qu'est-ce qu'on veut que les athlètes apprennent? Ensuite, on a la réalité. Comment ils se comportent par rapport justement à cette nouvelle compétence? Si c'est une technique, s'il y a des erreurs, comment on détecte les erreurs, justement. Et comment est-ce qu'on corrige ces erreurs? Est-ce qu'on apporte des solutions? Ça, c'est les options. Et bien sûr, comment est-ce qu'on les garde motivés pour pouvoir justement continuer à réaliser la technique? Donc, il faut vraiment pousser sur la volonté pour que les athlètes puissent garder leur motivation. Pourquoi est-ce que cela pourquoi est-ce qu'il est important d'insister sur l'aspect, on va parler de l'aspect feedback? Il y a une étude qui a été faite. Elle a été faite avec différents groupes. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un groupe où on a donné simplement des objectifs. Ensuite, un groupe où on a donné que des feedbacks par rapport à l'action qu'ils réalisent. Et on a fait un groupe où on a donné des objectifs et ensuite il y a eu un feedback derrière. Bien sûr, il y avait un groupe contrôle. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le groupe qui justement a obtenu, donc, à qui on a assigné des objectifs et qu'on a donné aussi des feedbacks derrière, le groupe a littéralement progressé. Voilà, c'est ça vraiment le contexte dans lequel on est. Comment est-ce qu'on utilise le feedback dans un processus d'apprentissage d'une nouvelle technique? C'est vraiment le point clé de l'action. Donc, on voit qu'il y a eu seulement une augmentation de 17% par rapport au groupe qu'on a donné seulement le feedback. Ensuite, lorsqu'on a donné seulement feedback uniquement, une augmentation de 17% par rapport au groupe qu'on a donné seulement l'objectif, et une augmentation de 28% par rapport au groupe qu'on a donné aussi des feedbacks. Et vous allez voir, au final, lorsque on donne l'objectif plus feedback, on a une augmentation de 58%. C'est vraiment important de comprendre qu'il est bien beau d'assigner des feedbacks aux athlètes, des objectifs aux athlètes, mais le plus important, c'est aussi de corriger derrière et faire en sorte que l'athlète puisse, avec le feedback, progresser dans la situation d'apprentissage. Alors, bien sûr, on ne peut pas faire des feedbacks de façon, on va dire, de n'importe quelle façon. Dans un premier temps, d'abord, il faut d'abord détecter l'erreur. Ensuite, fournir des solutions. Et lorsque la solution est réalisée, il faut le renforcer. Je dirais plutôt que dans cette posture-là, il est important de parler de la méthode sandwich. C'est-à-dire que lorsque vous détectez une erreur, la première chose à faire, c'est d'abord de pointer un élément positif qui a été fait avant de parler de l'erreur. Ensuite, utiliser l'erreur comme un point dans lequel on peut progresser et ensuite renforcer l'erreur. Donc voilà, c'est positif, ce qu'il fait de bien. Ensuite, ce qu'il doit améliorer, donc l'erreur que vous avez détectée, et ensuite, ce que l'athlète peut continuer, sur lequel il peut continuer à progresser. C'est-à-dire qu'on est dans ce qu'on appelle la méthode sandwich. Alors, comment nous détectons les erreurs? Il y a deux choses qu'un entraîneur doit faire. Mais pour le moment, nous allons suivre la vidéo et après, nous verrons comment est-ce que l'entraîneur a fait pour détecter. On voit bien que l'entraîneur, il suit, il va vers les enfants. Voilà, il observe. Ensuite, il continue. On voit que les enfants continuent de jouer. Voilà, toujours. Le plus proche possible des enfants. Dans nos commentaires, nous indiquerons pourquoi est-ce que c'est important. Alors,
Quelles sont les deux choses que l'entraîneur a bien faites dans la vidéo qui aidera à détecter les erreurs? Premièrement, c'est d'abord le rapprochement. OK? Il se rapproche. Deuxième chose, c'est le fait de continuer à motiver les enfants et à être le plus proche possible d'eux. Et toujours à donner un feedback positif lorsque les enfants... OK? Donc, c'est vraiment très important à ce niveau-là de bien comprendre. Il est important de donner un feedback positif lorsque l'enfant réussit l'activité. Deuxième, un autre aspect qui est aussi à souligner, c'est le changement de niveau et le rapprochement au niveau des enfants. Vous allez voir que sur la vidéo, on va aller encore une autre fois. Voilà, on continue. Voilà, toujours en train de motiver. Voilà, voilà, il dit c'est très bien. Et là, il se déplace. Il va aller encore, tu vois les autres groupes. Donc, c'est vraiment important dans l'action, dans l'activité de l'entraîneur que vous devez vous déplacer pour aller d'un groupe à l'autre. Ne pas être figé. Et là, encore mieux, il se rapproche pour les motiver et exactement quand l'enfant réussit, il dit c'est très bien et il repart. Donc voilà, c'est vraiment important de pointer ce niveau-là, toujours en train d'hésiter les enfants par rapport à l'objectif qui leur a été assigné. Alors, nous allons voir aussi les stratégies pour fournir des solutions. Okay, on va voir ces deux vidéos-là et on verra comment est-ce qu'on peut fournir des solutions. On voit une deuxième vidéo dans laquelle on va voir. Voilà. Donc, comme on voit bien sur la vidéo, si on revient, on voit que comment l'entraîneur a-t-il apporté les solutions? Sur, sur le diaporama, on voit que, alors, dans un premier temps, pour apporter les solutions, il y a d'abord aussi l'aspect positif. L'aspect positif, c'est vraiment la chose la plus importante. Ensuite, il a donné des instructions simples. Et pour finir, il a démontré. Donc, c'est vraiment important de faire cela. Donc, pour renforcer ces techniques-là, premièrement, c'est important de voir l'aspect positif. Donc, renforcer ce qu'on voit de bien déjà, c'est bien. Ensuite, il est important de pointer, si on a une erreur, de pointer l'erreur, mais tout en démontrant pour pouvoir corriger l'erreur. Et par la suite, lorsqu'on a corrigé, on laisse faire, et quand l'athlète réussit, on le félicite. Bien, je suis...
Prochaine vidéo, on va voir. Lui, sur la première vidéo, il a félicité. Sur cette vidéo, vous allez voir une autre affaire. Alors, comment les entraîneurs ont-ils renforcé la technique après le lutteur? D'abord, toujours bien sur l'aspect positif, un petit rappel rapide, le langage corporel souriant, bien sûr, peut aussi avoir un langage non verbal. Donc, avec le pouce levé, c'est très bien. Voilà, une petite tape dans le dos, c'est super. Et bien sûr, on revient encore sur la méthode sandwich. C'est toujours, s'il y a une erreur qui est détectée, d'abord, on parle de ce qui est bien fait. Ensuite, on corrige l'erreur et on finit par quelque chose qui est bien fait. Donc, on reste toujours dans un environnement positif pour que, justement, l'athlète puisse continuer à être motivé. Si on prend le rapport, c'est-à-dire qu'un rapport 4 sur 1, c'est-à-dire que si on doit sortir les mots, nous avons un mot, on va dire, négatif, mais il faudra faire 4 mots positifs, donc garder l'environnement positif. Petit rappel aussi, n'oublions pas que lorsqu'on a cette feedback positive pour recorriger, la raison pour laquelle le langage d'un entraîneur doit être basé le plus souvent sur des feedbacks positifs. Ça ne veut pas dire que tout est bon, sur l'athlète. Ça veut dire que même quand on a une erreur à corriger, il est important de commencer déjà par quelque chose que les gens font bien. Ensuite, sur l'aspect de l'erreur à corriger, je dis souvent, il faut à améliorer, quelque chose qui doit améliorer, et ensuite quelque chose qui finisse toujours bien. Ce qui fait que dans la correction de la part des athlètes, celui-ci se sent toujours motivé parce qu'il s'est dit, de toute façon, il y a des choses que je fais bien. Si je progresse sur le côté où je dois améliorer, et bien évidemment, je serai encore meilleur. Voilà comment se passe la transmission des messages. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de parler de l'aspect de la compréhension? On va vérifier si les athlètes ont compris et le message qu'ils ont traduit. Et pourquoi est-ce qu'il est important de garder les athlètes impliqués pour pouvoir comprendre? Quelles sont les méthodes de rétention? Et surtout, si on revient sur la pyramide des apprentissages. Selon Adam Osborne, la chose la plus précieuse que vous pouvez faire est une erreur. Vous ne pouvez rien apprendre en étant parfait. Bien évidemment, lorsqu'on construit les compétences techniques d'un athlète, il y a le fait de lui dire que de toute façon, personne n'est parfait, il va falloir essayer. Et c'est en essayant, par on va dire, des essais et des erreurs, des corrections et ensuite applications, c'est là qu'on progresse. C'est là qu'on progresse. Parce que si nous prenons la pyramide des apprentissages, on voit que lorsque on est en termes passifs, donc pour magistrat, on a assis, il n'y a que 5%, nous retenons que 5%. Lorsque aussi on a en termes de lecture simple, voilà on retiendra aussi 10% de messages. Et lorsqu'on va, par exemple, lorsqu'on regarde, on va retenir quand même 20% du message véhiculé. Lorsqu'on fait la démonstration, il y a 30%. Lorsqu'on commence à discuter, à échanger, et lorsqu'on se met en pratique, donc dans l'action, en ce moment-là, il y a jusqu'à 75%. Et lorsqu'on apprend aussi aux autres ce qu'on a appris, eh bien, on va jusqu'à 90% de ce qu'on apprend. Ça veut dire que dans l'activité d'un entraîneur, donc ce qu'on parlera de pédagogie active, il est important d'impliquer les athlètes, de le faire verbaliser, de le faire comprendre. Et ça, cela passera forcément par une méthode, on avait déjà lu la dernière fois, par le questionnement. C'est justement en vérifiant la compréhension qu'on peut savoir si les athlètes ont vraiment retenu ou s'ils ont appris. Donc, c'est vraiment important à ce niveau-là qu'on comprenne que les athlètes doivent être impliqués dans l'activité qu'ils font pour pouvoir mieux comprendre. Mais pas une implication passive, c'est plutôt une implication active dans la pratique et par le questionnement pour pouvoir avoir une réflexion sur ce qu'ils sont en train de faire. Comment est-ce qu'on peut vérifier la compréhension? Bien sûr, en posant les questions, tout à l'heure, j'ai parlé de ça. Les questions suivies, on parle aussi aux lutteurs. Il faut suivre aussi des facteurs clés pour que les lutteurs puissent savoir qu'à un moment donné, pour apprendre, ils doivent justement passer par des moments, des étapes clés. On ira beaucoup plus loin lorsqu'on parlera de ça dans les autres.
Ces moments clés-là, nous allons les déterminer plus tard. Donc, si on voit dans la vidéo, on va voir cette vidéo. Alors, toujours en train de motiver. Voilà. Replacer tout le monde. Voilà. Donc, d'abord, il pose la question ce qu'on a bien fait. Voilà. Il repositionne l'enfant. Très bien, très bonne réaction. Alors, bien sûr, ce qui est important dans cette vidéo, c'est d'abord le fait d'abord de regrouper les enfants. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous cherchez à comprendre, est-ce qu'ils ont compris l'action? Est-ce qu'ils ont compris justement ce qu'on leur demandait? À ce moment précis, c'est par la vérification, en posant des questions. Et chaque fois lorsqu'ils répondent bien à la question, il faut leur dire c'est très bien. Ça veut dire qu'il faut les féliciter, parce que c'est vraiment important. Et souligner les points clés sur l'apprentissage sur lesquels ils sont en train d'apprendre. Alors, si on veut aussi vérifier la compréhension, nous allons répondre à ces questions à partir de cette vidéo. Combien de questions le coach a-t-il posé? Quels sont les types de questions posées? Qui a le plus parlé? Okay. Donc, si on repart sur la vidéo, cette deuxième vidéo. Alors, première question qu'il pose, elle est très simple. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il est important de pouvoir faire ce décalage? Alors, il pose d'abord la question, avant même de commencer l'action. Il pose la question pour pouvoir, comment est-ce qu'il va vérifier plus tard, comment est-ce que les athlètes comprennent aussi cette technique avant même de la faire. C'est la première question. Et une question qui commence par pourquoi. Deuxième question qu'il pose, alors bien sûr, il pose des questions et il laisse répondre les athlètes, bien sûr, pourquoi? Pour pouvoir voir s'ils ont compris, pour pouvoir voir si justement ils connaissent la technique. Et ensuite, il va même plus loin, il dit, montrez-moi. Montrez-moi si vous... Alors, il se met même en situation de cobaye, puisqu'il se prête au jeu. Et l'athlète fait ce que l'autre est en train de dire. Donc, il y a un qui fait ce que l'autre est en train de dire et puis il demande est-ce que c'est juste ou pas? Il pose encore la question. Une deuxième question, beaucoup plus ouverte. Okay? Là, on va aller encore sur une troisième question. Une quatrième question encore pour demander est-ce que vous pensez qu'il est important de contrôler la tête? Voilà.
qu'est-ce que vous pensez du contrôle de la tête? Okay? Et toujours, une fois qu'il a posé la question, il laisse les athlètes verbaliser, répondre. Alors, en résumé, si on veut voir, en résumé, il a posé combien de questions? Il a posé 4 questions. Surtout des questions ouvertes. Et qui a le plus parlé? Ce sont les athlètes qui ont le plus parlé. Bien sûr, pour terminer, il a fait la démonstration de la technique pour pouvoir montrer effectivement ce qu'il voulait introduire comme nouvelle technique. C'est vraiment important de penser à ce processus-là. D'abord, poser les questions pour voir s'ils ont compris. Ensuite, des questions, bien sûr, laissez-les verbaliser, laissez-les parler pour pouvoir justement avoir une certaine information en retour sur les questions sur lesquelles vous avez posé. Et enfin, réaliser la démonstration technique. Voilà. Alors, sur les questions, il est important de parler quelles sont les meilleures questions. Comment un entraîneur pose des questions? Bien sûr, on parle des questions ouvertes et les questions doivent être suivies. Le choix des mots est aussi très important. Nous allons voir sur cette façon de faire avec l'exemple de l'attaque aux jambes. On peut commencer par la première question. Quelles sont les étapes de l'attaque aux jambes? Les verbaliser. OK? Ensuite, que faut-il faire pour faire une attaque aux jambes? Une fois qu'il répond. Et comment arriver justement à la dernière étape qui est le tomber? Si on attend justement à partir de ces questions-là des avis, on entend des avis différents, en ce moment-là, on peut prendre la main en disant « Ok, c'est très bien ce que vous avez dit. J'ai remarqué que toi, tu as dit ceci, c'est très bien. Toi aussi, c'est bien. On félicite ceux qui ont expliqué avant de passer à la démonstration. Si on prend le cas de l'attaque aux jambes, on dira que l'attaque aux jambes, pour pouvoir la faire, d'un premier temps, il faut, si on respecte le principe du complexe technico-tactique, il faut d'abord faire une préaction qui va entraîner une réaction, donc qui crée une opportunité, et ensuite on fait la technique d'attaque aux jambes qui finit par une tombée. Donc, en ce moment-là, c'est-à-dire que si les athlètes doivent répondre, ils doivent vous dire « Ah, monsieur, pour faire l'attaque aux jambes, il faut d'abord créer, faire une préaction, donc faire réagir l'adversaire. Ensuite, il va réagir. Une fois qu'il a réagi, on va avoir l'opportunité, donc l'ouverture, pour pouvoir ensuite faire une pénétration, attraper la jambe, amener l'athlète au sol et la mener sur le dos. » Voilà un peu comment est-ce que se résumerait, comment réussir l'attaque aux jambes, et ce serait la réponse qu'ils sont censés donner. À partir de là, on peut faire une démonstration pour voir réellement comment se fait l'attaque aux jambes. Donc, vous voyez sur l'image là, un premier temps, une fois que l'ouverture est faite, on passe en dessous, passage du centre de gravité, on attrape les deux jambes et bien sûr, on finit avec l'athlète sur le dos. C'est un peu ce que doit pouvoir comporter les différentes étapes de l'attaque aux jambes. Reprenons aussi que le l'apprentissage d'une technique, c'est important. Pour réaliser l'apprentissage d'une technique, un complexe technico-tactique, c'est pour ça que j'ai pris le temps d'expliquer c'était quoi un complexe technico-tactique. Vous devez disposer d'une large palette d'exercices, de situations pédagogiques, de jeux pour gagner votre science. Il faudra formuler en amont un objectif d'apprentissage technique, tactique. Dans le cadre de l'attaque aux jambes, c'était important. Pour l'apprentissage technique, n'oublions pas que c'est la réalisation correcte des saisies, des contrôles, des formes de corps, donc des déplacements, et surtout fini par une finale. Donc, finale, c'est le tomber. C'est toujours ce qui ramène à la notion de geste technique. L'apprentissage tactique, en ce moment-là, c'est savoir identifier, utiliser et créer des conditions favorables à la réalisation du geste technique. Donc, c'est donc la prise en compte de l'adversaire, de ses actions et de ses réactions. Ce qu'on parle du principe de préaction, opportunité. C'est pour ça que le complexe technique-tactique regroupe cela, c'est parce qu'à un moment donné, on a créé une préaction qui donne la réaction de l'adversaire et cela va créer une opportunité. Donc, en fonction des choix pédagogiques que vous allez faire, il serait important d'organiser votre séance dans une situation globale pour faire émerger justement les situations d'apprentissage. Il faut aussi, s'il y a des problèmes, il faut aussi les formuler, c'est-à-dire prendre en compte
ces problèmes-là pour que les pratiquants puissent évoluer et progresser. C'est en prenant en compte ces problèmes-là et en leur portant des situations de résolution de problèmes pour qu'ils puissent justement progresser. Il y a une des méthodes qui est aussi le plus utilisée, c'est ne pas tout dire aux athlètes. C'est les mettre dans des situations justement de résolution de problèmes et les laisser faire et voir comment est-ce qu'ils arrivent à trouver des solutions par eux-mêmes. Ça, c'est très important. Et en ce moment-là, s'il y a des choses à ajouter, on ajoute. S'il y a des choses à corriger, aussi on corrige. Bien sûr, je parlerai, on ira sur les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ces questions-là. C'est important si vous voulez poser ces questions. Aussi, vous avez aussi d'autres questions, vous pouvez m'envoyer directement par mail sur l'adresse mail vincent.aka@unitedworldwrestling.org. Je vous répondrai, je réponds toujours pratiquement à toutes les questions. Je réponds aussi à tous les mails parce que c'est notre devoir de pouvoir vous éclairer et vous apporter le meilleur des services possibles. Voilà. Donc, si on veut résumer, pour les meilleures pratiques pour enseigner une nouvelle technique, on va aller directement, comme ça on aura tout sur place et vous allez voir les différentes parties. Si nous avons 10 minutes, dans un premier temps, nous avons présentation de la technique. Okay. Deuxième temps, nous allons faire ce qu'on appelle le coaching. Et troisième temps, nous allons clôturer la session. Pour présenter la technique, d'abord, il faut donner le nom de la technique. Aussi, on peut poser des questions pour savoir s'ils connaissent. Ensuite, il faut démontrer. Lorsqu'on a démontré, on peut maintenant décomposer ce qu'on appelle les points clés d'apprentissage. À ce moment-là, les athlètes savent que pour apprendre ces techniques-là, il faut passer par ces points clés. Et on laisse faire. On laisse faire, on se met en situation de coaching, donc on se met en retrait. Et lorsqu'on voit des erreurs, il est important, d'abord dans un premier temps, de partir toujours, sans oublier, de ce que les athlètes ont bien fait avant de parler de l'erreur. C'était bien comment tu as mis ta tête, pense vraiment par rapport à ton bras de saisir comme ça. Donc on apporte les solutions, des corrections positives, et ensuite, tu verras qu'en finissant sur le dos, ça sera très bien. Donc, tu détectes les erreurs, apporter des solutions, des corrections positives et aussi renforcer. Pour clôturer sur cette technique-là, on va vérifier par des questions. N'oubliez pas que le plus important, c'est les questions ouvertes qui permettent justement de pouvoir laisser les athlètes verbaliser ce qu'ils ont appris, parce qu'ils étaient en situation de pratique. Voilà. Donc, nous sommes au terme de notre, on va dire, explication de la partie théorique. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions parce que c'est là que je pourrais vous faire un retour sur ce que vous voulez spécifiquement comprendre par rapport à cette thématique-là. Je rappelle encore que tous nos webinaires seront disponibles sur la United Wrestling Academy. C'est important. Toutes ces ressources seront disponibles et à tout moment, vous pouvez y aller pour encore suivre ces formations-là. Alors aussi, je rappelle aussi que pour poser des questions, vous avez là, sous votre barre, où c'est marqué Q et R. Donc, vous pouvez poser la question en utilisant justement cette barre.
Alors, si vous n'avez pas de questions, moi, je vais vous poser une question et j'espère que vous allez pouvoir répondre directement. D'abord, dites-moi, vous êtes de quel continent? Comme ça, je pourrais savoir au moins sur quel continent vous êtes. Je pourrais savoir si les participants d'où vous venez. Alors, le vice-président du Gabon, donc vous êtes du continent africain. OK, très bien. Super. J'attends la réponse des autres. Ok, je vais donc faire une petite aparté pour le Gabon en disant que merci d'être disponible sur cette notre plateforme d'apprentissage. Vous pouvez avoir encore plus d'informations et de formations sur les webinars en vous rendant, comme je disais d'entrée, sur la United Wrestling Academy. Là, vous avez le temps d'aller vérifier ou d'aller encore voir d'autres ressources qui sont disponibles. C'est aussi une bonne chose parce que le Gabon a aussi a développé la lutte olympique au niveau du Gabon. Donc déjà, en commençant avec des séminaires en ligne, c'est une très, très bonne chose. Et je vous encourage à le faire et à continuer à le faire. C'est vraiment une bonne initiative. Merci encore à vous d'être encore présent sur notre plateforme. Donc, j'ai aussi vu que en termes de participants, il y a un participant du Nigeria, M. Adewale Chitou, qui est connecté avec nous, qui apprend aujourd'hui à comprendre, qui essaie de comprendre la lutte, et c'est aussi une bonne initiative. Vous pouvez toujours aussi aller continuer à renforcer vos connaissances sur notre plateforme, sur notre site United Wrestling Academy. Voilà, tout est disponible pour vous et M. Adewale, n'hésitez pas à y aller. Je vais encore vous dire, pour terminer, il nous reste encore 2 minutes pour mettre fin à notre séminaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser ces questions-là. Ok, bien sûr. Comme disait le vice-président, que nous sommes en construction et nous souhaitons avoir beaucoup d'éléments de base pour pouvoir comprendre davantage la lutte. Ok, vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, merci le vice-président d'abord pour votre remarque, elle est vraiment pertinente. Je pense que je reviendrai sur, donc je vais vous mettre mon adresse mail qui est là, vincent.aka@unitywrestling.org. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des mails si vous avez de quoi vous avez besoin et je vous donnerai aussi des directives pour pouvoir continuer à progresser et surtout à construire quelque chose de positif dans votre pays pour la lutte, quelque chose, une structure qui prend aussi, en tout cas, vous soutenir, vous accompagner. Mais déjà, je suis très heureux de voir que vous-même, en tant que vice-président, vous êtes actif
parce que vous êtes en train de suivre le séminaire. Voilà, nous sommes au terme de notre séminaire. Je vous en prie. Nous sommes au terme de notre séminaire. Je remercie tous les participants pour votre disponibilité. La semaine prochaine, nous serons encore sur d'autres thématiques. Et je vous renvoie encore à ne pas hésiter à aller sur notre site, notre plateforme Académie, où il y a tous les séminaires qui ont été faits en ligne qui sont disponibles. Vous pouvez suivre à n'importe quel moment. Ou d'aller aussi sur le livenetworking.org. Il y a une partie développement. Vous pouvez aussi voir les webinaires qui sont là. Donc voilà, merci à vous. Merci d'être venu à ce séminaire. Et je vous dis à la semaine prochaine.